Je vais faire relativement vite en vous parlant donc de Pierre Évin et le Moyen-Âge. Alors, comme on l'a dit déjà, Pierre Évin, c'est un paradoxe pour le droit breton, puisque tout le monde le cite. On en fait l'éloge pratiquement dans tous les ouvrages de droit breton, et même parfois des ouvrages qui ne touchent qu'indirectement la question bretonne, mais sa vie, son œuvre, sa personnalité, même la chronologie de la vie d'Évin est difficile à restituer. Je vais vous donner un exemple. La Ferrière, dans son Histoire du droit français, le qualifie de laurière de la Bretagne. Le Gabriel Lepointe, donc dans un ouvrage un manuel pour les étudiants dans son Histoire des institutions et des faits sociaux, dans l'édition de 63, le met à côté de Brodeau, de Poquet-de-Livonnière, de Thomassière, en disant que la Bretagne, c'est Pierre Évin. C'est-à-dire on exclut complètement Bertrand d'Argentré. Et la Ferrière, d'ailleurs, avait dit « Évin bien supérieur à d'Argentré quand il s'agit de critiques historiques et de principes qui tiennent aux origines féodales. » Donc vraiment, Évin est au-dessus d'Argentré, mais contrairement à d'Argentré et à Poulain du Parc, il n'y a pas eu de thèse décrite sur Évin. Alors, l'autre grand historien du droit breton, c'est Marcel Plagnol. Et en l'espèce, la relation entre Évin et Plagnol est assez ambiguë. Parce que dans les ouvrages publiés, il en fait l'éloge, mais il y a une lettre très intéressante qui n'est pas datée, mais on peut la faire à peu près approximativement de l'hiver 1888-1889, qui est une réponse à Charles Baudin, qui était à l'époque doyen de la faculté de droit de Rennes. Plagnol venait d'être nommé à Paris, et dans l'intervalle, il a publié son étude sur l'assise. Et Plagnol répond visiblement à une lettre de Baudin, dans laquelle le doyen Baudin avait critiqué la critique que Plagnol faisait d'Évin et d'Argentré. Alors, Plagnol écrit en réponse « Vous trouvez que j'ai un peu malmené Évin et d'Argentré. Pour ce dernier, il le méritait bien. » Donc voilà, pour ça, et puis vous avez une longue diatribe contre d'Argentré. Évin, au contraire, savait à peu de choses près tout ce que nous savons aujourd'hui. Il connaissait par le détail des pièces anciennes et la plupart des documents qui ont été publiés après sa mort par Don Lobino. En outre, il avait toutes les qualités qui font le bon historien, l'amour de l'exactitude et l'esprit critique. Et il conclut « Je lui avais adressé assez d'éloges pour pouvoir relever ses méprises. Cela ne l'empêche pas d'être avec Don Lobino, l'homme qui fait le plus d'honneur à la Bretagne. S'il avait vécu à Paris, au lieu de se confiner dans l'histoire locale d'une province que le reste de la France ne connaissait pour ainsi dire pas, il se serait placé au premier rang. » Et Plagnol relève 4 erreurs d'Évin. La date de la coutume, alors ça c'est un peu croquignolet parce qu'à l'époque, Plagnol pensait, en 1888, il pensait que la très ancienne coutume datait de la fin du XIVe. Et dans la lettre à Baudin, il dit « Je pense que c'est 1380 ». Donc vraiment très très tardive. Sur la prétendue révision de 1490 qui n'a jamais existé que dans son imagination, alors là aussi c'est un petit peu plus complexe parce que je pense que quand Évin parle de la révision de 1490, c'est sans doute une allusion au fait que dans les premières éditions imprimées, on dit toujours revu et corrigé par les discrets, le trio de l'édition de Rennes. Le mot maritagium, alors là, j'en dirai pas plus parce qu'il y a une étude brillante qui a été faite il y a quelques années sur ce sujet. Et l'ordonnance de Jean II, là aussi, c'est plus complexe, la pseudo-ordonnance de Jean II, parce qu'on a un article de la pseudo-ordonnance de Jean II qui est, au mot près, une clause que l'on trouve dans le contrat de mariage de Isabeau de Valois avec celui qui va devenir Jean III de Bretagne. Et le mariage a lieu sous le règne de Jean II. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on trouve une annotation qui montre la proximité chronologique. Alors, comme j'ai peu de temps, je vais faire court, et donc je vais faire en 2 parties. Ça, c'est les restes de la rédaction de thèse. 2 parties, il y aura même 2 points par chaque partie. Donc, tout d'abord, le Moyen-Âge vu par un jurisconsulte du XVIIe, et puis après, je vais essayer de montrer que Pierre Évin s'est fait médiéviste par nécessité. Alors, première chose qui est assez frappant, c'est que quand on regarde la chronologie d'Évin, il est contemporain des débuts de l'érudition mauriste. Et il est même contemporain des premiers travaux et du lancement de ce qui vont être les 2 grandes histoires de Don Lobino et de Don Maurice. Puisque quand on regarde la chronologie, donc le premier texte historique que j'ai pu trouver de mon côté, ce serait une généalogie historique de la famille Montbourcher qui aurait été faite aux alentours de 1670.
J'en trouve mention dans les mélanges d'histoire et d'archéologie de Bretagne. Alors, j'ai pas réussi à savoir si c'est Labine Villeneuve ou si c'est Laborderie qui a écrit l'article, mais enfin, on cite une généalogie historique de Montbourchet. Puis après, vous avez les remarques sur l'inscription trouvée en démolissant l'ancienne église abbatiale de Saint-Mélène en 1672. Vous avez les articles du Journal des Savants qui sont publiés quelques années plus tard. Et en 1683, vous avez une lettre de Colbert aux intendants qui prescrit la rédaction d'une histoire par province. L'année suivante, c'est sa publication des annotations des plaidoyers de Frein. Donc vous voyez, il y a une symbiose chronologique. Et surtout, en 1689, il y a le vote par les États de Bretagne de la somme nécessaire pour couvrir les premiers frais d'une histoire de la province. Vous avez ensuite les dépouillements entre 1689 et 1696, sachant que dans l'intervalle, en 1692, Pierre Évin décède. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la correspondance historique des bénédictins bretons, qui a été éditée par Laborderie, il y a 2 lettres qui mentionnent Évin. La première, c'est la lettre du révérend Père Lelarge à Don Audrenne, qui date d'avant le 24 août 1689. Donc je vous cite l'extrait. « Je ne dois pas oublier de vous dire que M. Dupaty-Guignard, secrétaire et intendant de Madame la princesse de Guéméné, a fort travaillé sur notre histoire. » C'est un projet qui n'a pas abouti. Il m'avoit promis, donc Dupaty-Guignard, qu'en 18 mois, il achèvera son ouvrage. Il me semble qu'il est mort qu'après ce terme, mais M. Évin le cite et vous en dira des nouvelles. Et en janvier 1694, donc après la mort de Pierre Évin, on a une lettre de Don Audrenne, qui à l'époque était à Saint-Vincent-du-Mans, à M. de Kercado, qui écrit « Je ne sais si dans les papiers de M. Évin, on ne trouvera point quelques mémoires pour notre histoire de Bretagne. » Donc l'idée des papiers Évin était visiblement connue des mauristes à l'époque. Et si on continue à filer le fil de la chronologie, on va prendre les mémoires pour servir de preuve à l'histoire ecclésiastique et civile de Don Maurice, qui sont publiés entre 1740 et 1746, et l'histoire est de 1750-1756. Mais dans l'intervalle entre 45 et 48, on a l'édition de la coutume générale de Bretagne des vins, corrigée par Poulain du Parc. Donc on a là aussi, dans cette décennie, en gros 1740, enfin les 15 années qui vont de 1740 à 1756, d'un côté les mauristes qui publient leurs travaux, et de l'autre les juristes bretons qui mettent à disposition ce qui va être la grande édition de référence, et qui est encore l'édition utilisée couramment pour avoir une vue d'ensemble de ce qu'est la coutume de Bretagne à la fin du XVIIIe. Et il y a également dedans les mentions, les premières tentatives de rapprochement entre la coutume de Bretagne de 1580, la première rédaction de 1539, la très ancienne coutume, et même des textes antérieurs. On cite en note les établissements de Saint-Louis, les assises de Jérusalem, dont d'ailleurs Évin évoque dans plusieurs de ses travaux. Donc il y a à ce niveau-là une véritable symbiose qui est donc du vivant d'Évin et également post-mortem. Alors j'ai rapidement évoqué la question du rapport entre Évin et les sources médiévales. Donc je parlais des établissements de Saint-Louis, les assises de Jérusalem. Je ne dirai rien de l'assise au comte Geoffroy, parce que je n'ai pas envie d'anticiper sur la communication de cet après-midi. Et puis ça m'arrange, vu le temps, je ne dirai rien sur l'assise au comte. Et sur la très ancienne coutume, alors ça c'est intéressant, je ne sais pas comment il travaillait. Mais sur la datation de la très ancienne coutume par Évin, donc il est le premier à dater la très ancienne coutume du règne de Jean III. Et il donne cette date de 1330 qui revient dans plusieurs consultations. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une consultation à l'autre, la formule est quasiment identique. Donc c'est comme s'il se recopiait lui-même. C'est la consultation. Donc c'est dans les consultations et observations, l'édition de 1734. Donc dans la consultation 20, la 74, la 90, la 123, la 124 et la 145. Et à chaque fois, on a la très ancienne coutume rédigée environ 1330. Environ 1330, environ 1330 revient de manière extrêmement régulière. Alors, Plagnol remarque avec une certaine perfidie que Évin a avancé la date de 1330 sans source. Ce qui est marrant, c'est que 1312, 1325, c'est pareil. Je finis même par me demander s'il n'a pas mis 1312, 1325 pour ne pas dire 1330.
parce que c'est vraiment il ne justifie pas plus sa datation que ne le fait Évin. Et encore, parce que vous avez alors c'est un morceau de bravoure, je vous le citerai pas en entier, parce que vous avez là la méthode mauriste à l'œuvre, appliquée sur la question de la datation de la très ancienne coutume, parce qu'il va s'intéresser à la graphie, il y a une précision sur le tracé des manuscrits qu'il avait eu entre les mains, il fait une analyse également sémantique, il regarde la façon dont les mots sont structurés, il dit il y a des rapprochements, on peut voir... alors, voilà, tout cela n'est point véritable, nous avons 2 très vieilles coutumes, etc. Et à un moment donné, il dit, si on compare les chartes du règne de Jean III, c'est la même écriture. Par contre, si on va sur celle de Jean V ou de François II, là, la graphie change complètement. Il souligne également qu'on cite des constitutions de Jean, donc l'assise des Plédoux, on cite l'assise au comte Geoffroy, mais on ne cite pas des textes des ducs de Montfort, donc c'est bien la preuve que la très ancienne coutume est antérieure. Donc il y a vraiment tout un exercice extrêmement précis, extrêmement critique, et on voit là le parallèle avec la méthode de Dom Mabillon, et il y a même parfois il y a des rapprochements entre des Re Diplomatica et la méthode suivie par Évin. Alors, comme on n'a pas à la bibliothèque, je ne sais pas s'il avait eu connaissance de l'ouvrage de Dom Mabillon, mais en tout cas, à défaut d'avoir la connaissance du texte, il a appliqué la méthode, et peut-être que la proximité avec Saint-Mélène a joué à ce niveau-là. Mais alors c'est là aussi le grand paradoxe, c'est qu'on a dit qu'il était émule de Ducange et rival de d'Argentré. Ben, quand il se fait l'émule de Ducange, il n'est pas le rival de d'Argentré. Parce que pour le coup, d'Argentré a fait une histoire de Bretagne et Évin n'a jamais sauté le pas. C'est des notes très érudites, très précises, avec vraiment un effort d'application de la méthode de critique documentaire, mais il n'y a pas la grande histoire de Bretagne. Alors, peut-être que c'est un partage de tâches. Il a laissé ça aux Mauristes en disant « je m'occupe de la coutume, vous ferez l'histoire de Bretagne ». Je ne sais pas du tout. Enfin, c'est assez intéressant de voir qu'à ce niveau-là, il a un rapport, je dirais, très utilitariste à la science historique. Et ça m'amène tout naturellement à ma deuxième partie sur Pierre Évin, médiéviste par nécessité. Ce qui est frappant quand on lit les passages où Évin fait de la critique documentaire et fait de l'analyse des chartes, c'est effectivement ce que vous disiez sur la recherche des titres authentiques, sur cette fascination pour les origines, le document le plus proche de l'origine. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a peut-être le goût de l'érudition critique, mais aussi, là pour le coup, le juriste qui parle. C'est-à-dire il veut avoir le titre le plus sûr, l'authenticité et le titre authentique. Là, pour le coup, on pourrait presque filer sur la polysémie du terme authentique. Il y a chez lui la volonté d'égrener, dans les consultations notamment et dans les questions féodales, il liste les actes en remontant du premier, en faisant une très courte critique, assez peu de transcription intégrale, il va à l'essentiel, il fait des analyses de chartes, un peu sur le modèle d'ailleurs des Mauristes. Quand on voit le fond des blancs manteaux, il y a énormément d'analyses très rapides des sources. Il y a des transcriptions monumentales, dont Maurice a publié 3 volumes, mais il y a aussi dans les dépouillements d'archives énormément de notes au service d'un besoin particulier qui est le besoin du juriste. Alors il y a deux mentions qui sont assez drôles dans les consultations. Une allusion à Dom Mabillon, il est cité pour le coup, mais il est cité à titre de grand modèle, et il y a un éloge de Ducange. Dans les questions féodales, vous avez un petit paragraphe en conclusion d'un développement où il fait effectivement l'éloge de la science de Ducange, et compte tenu de la façon dont la note est structurée, ça permet même de dater la consultation en question, puisqu'il cite un certain nombre d'ouvrages de Ducange, mais pas tous les ouvrages de Ducange. Donc ça permettrait d'avoir une idée à peu près précise de au moins ce qu'il avait lu au moment de la rédaction de cette question féodale. Donc je pense que le travail d'Évin comme médiéviste, c'est avant tout un travail de collecte juridique, de texte, pour ensuite faire à la fois son travail de commentateur et également son travail de praticien du droit. Il n'a pas vraisemblablement pas la volonté d'écrire véritablement d'ouvrages historiques, même s'il sait le faire, il a un goût pour l'exercice, mais en tout cas pas de grande entreprise.
Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est le travail d'édition historique des monuments du droit breton qu'il lance à ce moment-là. Donc il fait une réédition des plaidoyers de frein. Dans la préface, dans l'avertissement, il explique pourquoi il l'a fait, avec tout un historique sur les travaux de ses prédécesseurs et sur la nécessité de à la fois, alors c'est ça aussi qui est intéressant, de rééditer Frein parce qu'il est introuvable, et de le préciser, de le commenter, de même parfois s'éloigner des versions imprimées antérieures parce qu'elles ne sont pas suffisamment correctes, entre guillemets, pour essayer de trouver une version la plus pure. Il se livre à une édition posthume, enfin une édition de la coutume de Bretagne. Alors il y a plusieurs versions, il y en a une où il n'est pas cité vraiment, qui doit dater de 1689, et une version posthume, c'est en 1694, où là il est effectivement cité sur le frontispice. Alors il y a une chose aussi je n'ai pas réussi à savoir exactement d'où ça vient. Dans les questions féodales, donc, qui est posthume, dans l'avertissement du libraire, il y a une note dans laquelle le libraire dit qu'il a pris sur lui de publier la pseudo-ordonnance de Jean II et la constitution de Jean III. Et je ne suis pas parvenu à savoir s'il s'est fondé sur des papiers qu'Évin avait ou s'il a fait son édition à partir des éditions imprimées, puisque effectivement Évin cite beaucoup la pseudo-ordonnance et la constitution de Jean III, qui à l'époque était beaucoup moins, enfin ils n'avaient pas le Plagnol à l'époque, donc ils n'avaient pas le texte. Donc est-ce que c'est un choix du libraire pour rendre plus intelligible le travail, ou est-ce qu'il avait en plus sous la main une transcription de ces deux textes? Il y a également des choses assez intéressantes sur les établissements de Saint-Louis, alors qui avait été édité par Ducange justement à la suite de la vie de Saint-Louis, l'édition qu'il a faite de Joinville. Et dans ce texte de... Au début du XVIIe siècle, par un grand historien, celui qui avait fait celui qui a fait la Saône. Boutillier. Ah oui. Non, c'est pas Boutillier, c'est un autre. Oui. Oui, il y a un autre. Celui qui a repris Boutillier, c'est l'auteur de Carondas. Et donc il fait effectivement une étude des établissements de Saint-Louis et avec la volonté de faire le lien. Et à mon avis, c'est le premier pour le coup en Bretagne à avoir vraiment vu et essayer de systématiser les correspondances, parce qu'il y a des choses avant, mais vraiment l'idée en gros de partir du principe que les établissements de Saint-Louis sont une sorte de matrice, d'où le droit breton est pour partie sorti, à tel point que Violet, dans son édition des établissements de Saint-Louis, le gros en 4 volumes, là, cite abondamment Évin, et vraiment l'un des premiers auteurs à relever justement la science des vins en ce qui concerne sa connaissance des établissements de Saint-Louis, donc hors du cadre purement breton. Donc, contemporain de la naissance de la critique historique moderne, et notamment des grands travaux des pionniers de l'érudition mauriste, Pierre Évin s'est révélé un critique scrupuleux, et on doit sans doute placer le fond de charte qu'il a constitué comme un utile complément, il faudrait même peut-être faire des comparaisons, avec celui des Blancs-Manteaux, notamment pour savoir si effectivement les mentions de Don Audreyne invitant à aller piocher chez les papiers Évin ont eu des correspondances dans le fond des Blancs-Manteaux, qui n'est hélas pas numérisé intégralement. Pour autant, l'érudition dont il a fait preuve n'a pas été mise au service d'une œuvre historique d'ampleur. L'émule de Ducange n'a donc pas été un bien sérieux rival pour d'Argentré. Évin a souvent porté le fer contre d'Argentré jurisconsulte, mais il n'a pas réussi à éclipser complètement le d'Argentré historien. Il faudra attendre les grands historiens mauristes du XVIIIe siècle pour cela. Évin apparaît donc comme un technicien de la critique historique, un érudit, au sens strict et un peu péjoratif du mot, mais non comme un historien au sens plein du terme. Évin médiéviste, c'est donc avant tout un jurisconsulte qui s'intéresse au Moyen-Âge, un praticien de l'écrit qui recherche des chartes, mais ça n'est pas un historien du Moyen-Âge. Je vous remercie.